Donc, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, petit rappel historique, on ne peut pas dire que dans notre histoire, les relations entre l'État et les langues régionales aient été particulièrement fluides. Je dirais même que les choses se sont très singulièrement gâtées au niveau de la Révolution française. Quelques petites citations. Barrère qui dit « le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, le fanatisme parle basque, etc. etc. » Michelet lui-même avait une conception assez curieuse. Il disait « la Bretagne est une colonie, comme l'Alsace, comme les Basques, plus encore que la Guadeloupe. » Donc on voyait bien que finalement, ce qui comptait pour lui, c'était la différence linguistique et que ces pays-là, ne parlant pas une langue proche du français, eh bien, étaient encore plus exotiques, bien qu'au niveau économique, certainement beaucoup plus proches de Paris et de la métropole. Des choses curieuses. On peut dire que cet esprit a continué et a commencé à se modifier après la Seconde Guerre mondiale. 1951, la loi d'Exxon. Alors au début, c'était une grande loi avec plein d'articles, mais elle a fini avec un pauvre article qui disait en gros « on peut étudier les langues régionales quand ça aide à apprendre le français ». C'était un peu limité. Depuis 1958, 45 propositions de loi ont dû être déposées sur le bureau de l'Assemblée et, ma foi, 2 seulement ont été discutées. Une en 2015, portée par votre serviteur, encore lui, et une autre en 2016, à peu près la même que celle de votre serviteur d'ailleurs, portée par le groupe qui l'avait refusé en 2015 et qui, ma foi, avait trouvé qu'il fallait peut-être récupérer le coup en 2016. Et puis celle-ci en 2020. Alors, les ensembles législatifs sur les langues régionales sont relativement éparses, fragmentaires et globalement très insuffisants. Quelques petites mentions. Alors, une mention assez intéressante, celle de 2013, que nous avons pu mettre dans la loi Peillon. En 2016, dans la loi NOTRe, en particulier le problème du forfait scolaire qui était à valoir pour l'enseignement public, quand un enfant, par exemple, se déplace dans une autre commune pour pouvoir avoir un enseignement bilingue. La loi Outre-mer également, qui a modifié le fameux décret de Thermidor de l'an 2, qui disait que tout officier public qui utilisait une langue régionale était puni de 6 mois de prison et de destitution. Alors, je crois que petit à petit, les choses changent. Et j'en viens peut-être au 75-1, n'est-ce pas, mon cher Marc Le Fur, puisque vous avez été pour quelque chose dans son adoption. Et si vous voulez, cette accroche constitutionnelle me paraît relativement intéressante. Elle dit « les langues régionales font partie du patrimoine de la France ». Nous avions bien besoin, effectivement, d'une accroche constitutionnelle. Et comme l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, a sa déclinaison dans la loi Toubon, eh bien, je me propose, moi, de faire une déclinaison de cet article 75.1. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a appelé le législateur à le faire, et pas seulement lui, un certain nombre de, j'allais dire, d'administratifs, et je pense à notre procureur général de la Cour d'appel de Rennes, qui appelle aussi le législateur à se saisir du N-tilde parce que lui, il ne sait pas quoi faire. Eh bien, qu'il se rassure, c'est bien ce que j'ai tenté de faire. Dans cette loi qui me paraît importante parce qu'elle pose un certain nombre de jalons, elle explique un certain nombre de choses, et puis je pense qu'il faut effectivement, c'est ce que le Conseil constitutionnel avait dit, une inscription dans la Constitution en tant que telle ne donne ni droit ni obligation. Il avait dit d'ailleurs, ça ne donne pas de droit au locuteur, mais comme c'est inscrit dans le patrimoine, ça donne quelques obligations à l'État. Alors nous avons cet article, l'article 1 et l'article 2, alors, qui ont été votés, qui reconnaissent la langue française et la langue régionale comme faisant partie intégrante du patrimoine de la France. Alors je ne comprends pas pourquoi la majorité ne veut pas le mettre dans le Code du patrimoine. Ça me paraît relativement délicat, puisque le 75.1 reconnaît que ça fait partie de facto du Code du patrimoine de la France. Alors pourquoi ne pas le mettre dans le Code du patrimoine? C'est un peu curieux. J'avais accepté, puisqu'on m'avait dit que ce n'était pas dans la Convention internationale sur le patrimoine
culturel immatériel. Bon, on aurait pu en discuter, mais enfin, bon, j'ai préféré directement le mettre dans le Code du patrimoine. L'article 2, alors j'ai vu qu'il y avait une suppression. Je pense que l'article 2, c'est sur les objets. Donc on en discutera, mais je pense qu'il est important de le laisser également. J'aurai un exemple assez important là-dessus tout à l'heure. Et je propose le rétablissement de tout ce qui a été enlevé sur l'éducation, parce que, évidemment, le cœur de ma proposition de loi, c'est bien l'éducation. Parce que comment pouvoir préserver une langue si elle n'est pas apprise, si elle n'est pas maîtrisée? Une langue ne s'abîme pas quand on la parle. Une langue ne s'abîme que si on ne la parle pas. Donc il faut effectivement que les enfants puissent avoir accès à cette langue-là et puissent la parler. Sinon, une langue vivante, eh bien, elle disparaît tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et je pense que tout le monde l'a bien compris. Alors l'article 3 propose effectivement d'étendre l'offre. Alors, d'étendre l'offre, certes, mais avec quelques bémols quand même, puisque c'est dans le cadre de conventions avec l'État, et on sait bien que ces conventions, elles sont plus ou moins respectées, quelquefois moins que plus d'ailleurs, et que les régions qui les ont signées, eh bien, ne peuvent pas assigner l'État devant le tribunal administratif si l'État ne respecte pas sa parole. Donc déjà, l'article en lui-même est relativement, j'allais dire, modéré. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aurais pu le mettre directement. Parce que je sais qu'il faut des étapes, qu'il faut effectivement commencer par la formation des enseignants. Mais par contre, il y a quelque chose, mais on affirme quelque chose, c'est-à-dire que l'enfant peut, s'il le demande, avoir tout simplement cet enseignement-là, parce que c'est de cette façon-là qu'on protégera le patrimoine, tout simplement. L'article 4 est un article qui nous est demandé pour tout simplement l'enseignement public, parce qu'il y a des expériences qui se font dans l'enseignement public, et il propose de redonner le pouvoir aux pédagogues, en tenant compte évidemment des différences que l'on peut avoir. Je vais prendre un exemple qui va être assez clair. Quand on est en métropole, 99% des enfants ne parlent pas la langue régionale dans leur milieu familial. Quand on est en outre-mer, c'est tout à fait différent. Là, par contre, on parle la langue régionale dans le milieu familial. Donc, si vous voulez, l'exposition de la langue régionale dans ces cas-là à l'école ne peut pas être la même. Et nous dire arbitrairement que c'est 50-50, je dirais, ça dépend effectivement de ce dont on a besoin. Et donc, j'ai tenu compte des observations de notre collègue Carlo Gott, en mettant simplement qu'on attend qu'il y ait une maîtrise des deux langues à la fin de la scolarité. Parce que, évidemment, la maîtrise, c'est particulièrement important. Les articles 5 et 6 concernent la possibilité de pouvoir tout simplement donner de l'argent aux écoles sous contrat pour construire des locaux, ce qui leur est difficile à l'heure actuelle. Alors, j'ai tenu compte des réflexions de Mme Bagné et j'ai vu avec les écoles catholiques et les écoles associatives qui m'ont dit que ma rédaction était bonne. Sur l'article 5 et 6, le 5 c'est pour le premier degré, le 6 c'est pour le deuxième degré. L'article 7 vise à préciser l'article L212-8 pour pouvoir toujours développer l'enseignement bilingue. L'article 8 a été voté, on y reviendra peut-être si vous le voulez. Et il y a l'article 9 sur les signes diacritiques. Alors, c'est assez intéressant parce que le 25 septembre 2017, une vingtaine de députés, nous avions écrit à Nicole Belloubet pour lui demander de régler ce problème du N-tilde. 2017. Nous n'avons jamais reçu de réponse. Jamais. Et là, le mardi, juste avant le mercredi, où on débattait de la loi en commission des affaires culturelles, eh bien, il y a un communiqué de presse qui sort et on nous dit « l'affaire est réglée ». Parfait. Sauf qu'elle est réglée, sauf qu'il faut faire une étude, et puis il faut demander au Conseil d'État ce qu'il en pense, et puis que ça ne va pas se faire tout de suite, et puis que... Bon, bref. Comme disait Charles, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, je serais relativement méfiant quand même, et moi je préférerais que ce soit inscrit dans la loi, je vous le dis directement. Donc, cette loi a été faite avec les associations de défense des langues régionales, avec les associations de parents. Elle a été faite dans le but de faciliter la prise en compte de leurs demandes sur le terrain, et je dirais qu'il y a urgence. Urgence parce que toutes les langues régionales de France sont classées en grand danger d'extinction par l'UNESCO. Sauf le basque, d'accord, mais par... Alors on sait que dans la communauté autonome du Pays basque, la politique a été faite. Et c'est justement, certains pourraient croire que le déclin des langues régionales, finalement, c'est quelque chose de naturel, que ça va se faire. Eh bien, le basque ou le gallois nous montre que non.
Le nombre de locuteurs, alors essentiellement au Pays de Galles, aujourd'hui, ce sont les gens de plus de 40 ans qui ne parlent pas gallois. Tous les autres, et ça fait longtemps qu'on développe l'enseignement bilingue, ça fait longtemps qu'il y a une signalistique bilingue, qu'il y a une véritable politique linguistique pour préserver la langue galloise, et ça marche. Ça marche. Alors la difficulté en France, évidemment, c'est que ça n'a pas été simple, et que ça ne l'est toujours pas. Alors cette loi, c'est une modeste contribution, parce qu'évidemment, elle pourrait être beaucoup plus large, on aurait pu faire beaucoup d'autres articles. Je me suis contenté, j'allais dire, de l'essentiel, parce que c'est une proposition de loi. C'est une loi qui est très attendue dans les territoires, mais pas seulement dans les territoires. J'ai été assez surpris du nombre de coups de téléphone que j'ai reçus, et en particulier de journalistes, y compris Le Figaro, Le Monde, puisque Le Monde, hier soir, il a eu une tribune de 140 professeurs d'université qui fustigent votre réforme sur du bac, et en particulier les effets délétères sur les langues régionales. Nous vous avons déjà longuement alerté là-dessus, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que nous ayons vraiment eu des réponses satisfaisantes. Donc le but de cette loi est évidemment de préserver les langues régionales, de faire qu'elles soient enseignées, de faire qu'elles soient vivantes et de faire que la société puisse être une société plurilingue, parce que, évidemment, pour nous, l'idée, ce n'est pas d'avoir une seule langue, bien qu'elle soit nationale, mais bien d'avoir aussi sa langue régionale et d'avoir aussi des langues étrangères. Parce que dans le monde que nous vivons, c'est un monde qui est forcément ouvert, et là-dedans, la langue régionale est à la fois celle qui nous permet de nous ancrer quelque part, mais celle aussi, par les capacités linguistiques que peuvent avoir les enfants avec ce type de langue, eh bien tout simplement nous ouvrir vers l'extérieur. Alors, j'ai parlé du gallois, je pourrais parler évidemment avec l'occitan. Demandez de conclure, chers collègues. Je vais terminer, Monsieur le Président. Merci de votre compassion à mon égard. Donc, je vais terminer en disant que l'occitan ouvre vers l'italien, ouvre vers le castillan, et finalement, et je parle bien sûr l'alsacien, c'est la même chose, et on a plein finalement de ponts avec les peuples qui nous entourent, et je ne parle pas évidemment des langues d'outre-mer, puisque si on a à peu près 10 langues en France métropolitaine, il y en a à peu près 60 en France d'outre-mer. Donc là, on a bien quelque chose qui est vraiment formidable, un patrimoine formidable. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je vous invite évidemment à voter cette proposition de loi. Chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi de Monsieur le député Paul Molac au sujet des langues régionales. Et nous l'avons bien compris, cela vise à promouvoir les langues régionales. C'est pourquoi il y a des aspects qui portent à la fois sur le patrimoine, sur l'état civil et sur l'éducation. Je me ferai donc le porte-parole de mes collègues du gouvernement pour répondre à l'ensemble de cette proposition. Je voudrais d'abord répondre à ce que vient de dire Monsieur le député Molac, en disant tout de suite qu'à mes yeux, le débat ne se situe pas entre ce qui serait d'un côté les Républicains et de l'autre les langues régionales. À mes yeux, votre proposition de loi est très largement d'opportunité et on peut légitimement se demander si elle sert réellement le développement des langues régionales ou s'il s'agit d'adopter une posture politique. Je note que vous avez commencé votre propos par une critique de la République et de la Révolution française. Celui qui vous succède à cette tribune est breton, il est aussi un peu alsacien. Il a, en tant que recteur, développé les langues régionales, et notamment les langues régionales ultramarines. Mais il est aussi français et républicain, et les mots de Révolution française et de République ne lui font pas peur, et il reste fidèle à ces étiquettes-là. Ce qui me semble très important à dire, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse, que ce soit en citant Jules Michelet ou d'autres auteurs, d'autres bons auteurs, être dans des combats d'arrière-garde qui consistent à opposer le centre et les régions et à nier ce qu'est tout simplement la construction de la France et surtout la compatibilité entre ce que nous sommes, la France, et les identités régionales. Nous n'avons aucun problème avec les langues régionales et avec les identités régionales. C'est tout l'inverse. Nous sommes dans une époque où l'éducation nationale assure la promotion des langues régionales et elle en est très heureuse. Pour prendre un exemple qui vous parlera,
Près de la moitié des 20 000 élèves qui étudient le breton sont scolarisés à l'école publique. 1000 ETP sont payés par l'Éducation nationale pour permettre à cet enseignement d'avoir lieu dans le privé et dans le public. Et nous nous en réjouissons. Donc, toutes les stratégies qui consistent à essayer d'opposer langue régionale à construction nationale sont tout simplement des stratégies contre-productives par rapport à l'objectif que vous dites viser. Les langues régionales font partie des grands objectifs de la République. Cela doit encore progresser, bien sûr, c'est vrai pour le breton comme pour l'ensemble des langues régionales, et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, 380 000 élèves apprennent une langue vivante régionale, et chaque jour, nous nous employons à faire progresser ces chiffres. Donc c'est un thème qui peut être tout à fait apaisé, et il n'y a aucune raison de chercher à cliver au travers de cette question. Mais pour y arriver, il y a peut-être deux chemins. Celui que vous semblez vouloir nous faire emprunter, qui consiste à vouloir donner toujours un statut particulier à l'enseignement de la langue régionale, en traçant des remparts, des fossés, des herses, en essayant de revenir sur l'histoire pour lui donner une vision manichéenne. Et puis il y a le chemin qui me semble juste, plus valorisant pour les langues régionales, celle qui consiste à montrer qu'elles font pleinement partie de notre culture, au même titre que toutes les autres langues et toutes les autres disciplines enseignées à l'école. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, je suis évidemment partisan de la diversité des langues, qu'il s'agisse des langues régionales ou des langues étrangères, ou même des langues anciennes. Je dis cela au lendemain de la mort de George Steiner, qui a été un immense linguiste, un immense défenseur de la diversité des langues et du principe que vous avez défendu et que donc on peut tout à fait défendre ensemble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une multiplicité des langues et ceci correspond à une richesse et non pas à un problème. Je crois que nous devons retenir la leçon de Pierre-Jacques Elias, qui figure au programme de l'enseignement de spécialité breton de cette année. Il disait « Ce qui manque souvent aux sociétés humaines pour aller de l'avant, c'est la confiance en elles-mêmes. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en la langue française et dans les langues régionales. » Et je veux donc le dire à cette tribune, je suis totalement confiant dans le développement des langues régionales. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas des ajustements nécessaires, je ne dis pas qu'il y a des modernisations souhaitables. Je dis simplement que dans un monde aux horizons toujours plus larges, du fait notamment d'ailleurs de la révolution des transports et des moyens de communication, on peut articuler notre universalité en 3 dimensions, l'échelle locale, l'échelle nationale, l'échelle internationale, et cela correspond évidemment aussi à des horizons linguistiques. Et donc le point d'équilibre entre le local et l'international, c'est la nation, c'est aussi notre défense de la langue française, bien entendu, mais ceci non seulement ne s'oppose pas aux langues régionales, mais s'articule avec. Nous sommes donc tous partisans de l'enseignement des langues régionales. Elles contribuent à la formation intellectuelle et sensible des êtres humains. La langue et la puissance de symbole qu'elle véhicule permettent de saisir la complexité des mondes. Comme ministre de l'Éducation nationale, je souhaite que le développement de ces langues régionales se fasse dans un cadre légal, car la République, c'est évidemment le droit commun, qui est l'espace de notre liberté, de notre égalité, de notre fraternité. On dit souvent que l'unité, ce n'est pas l'uniformité, et je crois que c'est très vrai. On peut dire aussi que la particularité n'est pas le particularisme. Notre ligne doit donc être claire. Les langues régionales se développent au sein de l'enseignement public et privé, et ce développement se fait au quotidien grâce à nos professeurs et grâce à une action pédagogique volontariste. Et la loi telle qu'elle est aujourd'hui nous donne en réalité tous les leviers pour agir convenablement. Dire le contraire, c'est entretenir des clivages qui n'existent plus, c'est positionner la langue non pas dans sa simple dimension culturelle, mais parfois dans de faux débats polémiques qui hérissent et qui, in fine, empêchent le développement des langues régionales. Il faut donc de la sérénité pour soutenir de bonne foi les langues régionales, et cette tranquillité est d'ailleurs celle de nos concitoyens qui sont fiers d'appartenir à des territoires à la culture ancienne et profonde, et fiers d'être français, et fiers aussi d'être des acteurs de notre Europe et de notre monde. Depuis mon arrivée au ministère, nous avons renforcé l'offre d'enseignement des langues régionales. Depuis de nombreuses années, nous sommes confrontés à la baisse massive des effectifs d'élèves étudiant les langues régionales entre le collège et le lycée, mais c'est vrai aussi d'ailleurs des langues anciennes et d'autres disciplines. Il faut donc travailler à changer cela, et on peut le faire dans le cadre légal existant. Vous avez fait référence à la réforme du baccalauréat. Je vous rappelle que un des apports de la réforme du baccalauréat, c'est qu'il est désormais possible d'avoir des enseignements de spécialité en langue régionale, 4 heures en première, 6 heures en terminale. Cela n'existait pas auparavant, et donc c'est un faux procès que de dire que la réforme du baccalauréat pourrait nuire aux langues régionales. Bien entendu, cela dépend surtout de la demande, et il est très important que nous sachions stimuler, là encore, très sereinement cette demande. Nous devons faire attention aussi à l'épuisement des viviers des futurs professeurs de langue régionale. C'est pourquoi nous avons institué un enseignement de spécialité de langue régionale, aussi à cette fin,
les élèves qui prennent cela seront probablement les professeurs de demain en langue régionale. Nous pouvons déjà dire que cet enseignement de spécialité a commencé à trouver son public, puisqu'il y a à peu près 100 élèves en Corse qui ont commencé à suivre cet enseignement de spécialité, une centaine aussi en Bretagne, 30 au Pays Basque, et à peu près le même chiffre en Occitan. Ceci est un début, et un début qui est en quelque sorte l'amorce de cette logique que nous pouvons tous souhaiter. Il y a aussi une offre très importante de langue régionale en langue vivante, qui concerne plusieurs centaines d'élèves. Désormais, les langues font l'objet d'épreuves de contrôle continu et donc d'un sérieux renforcé. Et je sais que certains se sont inquiétés de la baisse des effectifs en ce qu'on appelle en LVC, c'est-à-dire en langue vivante 3. Cette baisse est compensée la plupart du temps par l'ouverture de l'enseignement de spécialité. Alors oui, je pourrais être d'accord avec vous pour dire que l'attractivité des langues régionales est fragile. Est-ce que c'est du fait d'un manque d'offres d'enseignement ? Je ne le crois pas, car à chaque fois qu'il y a une demande, nous ouvrons les postes. Est-ce le fait d'une faiblesse de la demande ? Dans certains endroits, oui. Et c'est pourquoi nous devons renforcer notre action en faveur de la promotion des langues régionales. Comme vous le savez, les ministres de l'Intérieur, de la Culture et de l'Éducation financent une grande partie des offices publics des différentes langues régionales. Et nous avons d'ailleurs fait encore des progrès récents dans le cadre de l'Alsace. Ensemble, nous pouvons donc avancer sur le développement des langues régionales. Il n'y a pas lieu de faire comme si le cadre législatif actuel était en quoi que ce soit contradictoire avec ce développement. Il n'y a pas lieu non plus de faire comme si les politiques publiques nationales actuelles allaient à l'encontre de cela. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire de façon constructive, de rechercher l'unité nationale au travers de ce type de sujet et au travers d'une politique des langues, avoir tout simplement une politique de progrès de nos élèves et de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous passons à la discussion générale, en commençant par Monsieur Bertrand Pancher, pour une durée de 10 minutes et pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, on a mieux apprécié la fin de votre intervention que le début. Je n'ai pas senti dans les propos de mon collègue Paul Molac une agressivité particulière. Nous sommes les représentants des territoires, de la diversité de notre pays, de ses traditions, de ses cultures. Et il n'est pas anormal que nous posions à ce moment-là de ce débat la question sur la légitimité d'un développement plus important des langues régionales. Je voulais le dire un petit peu spontanément, même si je me suis mieux retrouvé dans la fin de votre intervention que dans le début. En tout cas, il n'y a pas de controverse sur ce sujet. Je voulais rappeler qu'en tant que représentant du groupe Liberté et Territoires, je m'enorgueillis de pouvoir aujourd'hui, avec nos collègues, défendre la diversité de nos régions et de la diversité linguistique. Cet impératif figure d'ailleurs en bonne place dans la charte de notre groupe et personne n'aurait compris que nous ne défendions pas cette thématique. Aussi, l'inscription de cette proposition de loi par notre collègue Paul Molac dans cette journée qui nous est réservée vient confirmer en pratique une fois de plus la réalité de notre attachement à cette richesse. J'y vois un impératif humaniste d'abord, car trop longtemps notre République, dans sa quête d'universalité, a considéré que celle-ci ne pouvait être portée que par le truchement d'une langue unique qui s'imposerait à tous. Pourquoi ? L'édification de l'État s'est exprimée au travers de notre langue. La culture française s'énonçait aussi en termes d'accès à la civilisation. Celle-ci était conditionnée à l'accès à l'éducation française en français. Donner une vision politique à une langue est pourtant une erreur fondamentale qui est encore trop souvent reproduite. Et notre collègue citait le député Barrère, qui terminait d'ailleurs son propos en exprimant que chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. Or, si les principes de la République sont universels, ceux-ci doivent justement pouvoir s'exprimer dans toutes les langues du monde et a fortiori le français. Au nom de quel principe supérieur les notions de liberté, d'égalité et de fraternité à la française ne pourraient-elles pas se transcrire en corse, en occitan ou même en futunien ?
Si le français est bien notre langue commune, elle ne doit pourtant pas être excluante des autres langues de France métropolitaine et d'outre-mer. La citoyenneté française peut s'exprimer pleinement dans une identité qui ne se vit pas exclusivement dans une langue unique, comme elle ne se vit d'ailleurs pas dans une religion ou dans une identité culturelle unique. Pourquoi des personnes aux langues, aux origines, aux croyances diverses seraient-elles dès lors constamment mises en demeure de choisir entre l'une ou l'autre de leurs identités? Sans doute, comme l'a magnifiquement écrit Amin Malouf de l'Académie française dans Les identités meurtrières, à cause de ces habitudes de pensée, d'expression si ancrées en nous tous, à cause de cette conception étroite, exclusive, bigote, simpliste, qui réduit l'identité entière en une seule appartenance. Or, pourquoi en est-il? L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit, se transforme tout au long de l'existence. En somme, elle ne peut se segmenter binairement, il s'agit d'un tout. D'ailleurs, analyse-t-il, rien n'est plus dangereux que de chercher à rompre le cordon maternel qui relie un homme à sa langue. Lorsqu'il est rompu ou gravement perturbé, cela se répercute désastreusement sur l'ensemble de sa personnalité. Aussi, il convient d'assumer que les langues régionales font partie du patrimoine commun de tous les Français. Qu'ils maîtrisent ou non une langue régionale, elles font partie de notre histoire et continuent à en forger le quotidien. Or, un patrimoine qui nous a été transmis de génération en génération, ça se protège. La diversité culturelle, la diversité linguistique sont des trésors de l'humanité dont la disparition serait inestimable. C'est là où j'y vois, avec l'impératif humaniste, un deuxième impératif pour sauver ces langues régionales, celui de l'impératif environnementaliste, c'est-à-dire de la diversité du vivant. On estime d'ailleurs que 5% des quelques 7000 langues actuelles sont parlées par 95% de la population mondiale. Toutes les autres, c'est-à-dire 95% d'entre elles, sont parlées par seulement 5% des humains. Or, il n'y a pas de petites ou de grandes langues, certains dignes d'être sauvés et d'autres non. Toutes constituent une parcelle inestimable du patrimoine culturel ou immatériel de l'humanité, mais celles-ci ont une dangereuse tendance à fondre comme neige au soleil. La moitié des 6000 langues du monde sont menacées de disparition et une langue meurt en moyenne toutes les 2 semaines. En France, 26 langues sont en voie de disparition, car classées comme sérieusement en danger par l'UNESCO. Pas inventé. Il y a urgence à les sauver, car les langues poussent encore plus lentement que les arbres. Les langues aujourd'hui sont vieilles, pour la plupart de plusieurs milliers d'années. Comme les expressions culinaires ou musicales, les langues sont des phénomènes culturels vivants. Certaines d'entre elles portent une vision, une connaissance du monde, souvent unique et précieuse. La diversité linguistique est une richesse, certes, mais une richesse menacée d'ailleurs par les mots similaires touchant notre environnement naturel. La mondialisation des échanges, l'impérialisme des cultures dominantes, l'urbanisation accélérée, tout cela participe à la mise en danger des langues. Ainsi, s'il est largement reconnu que la dégradation de l'environnement naturel entraîne une perte de la diversité culturelle et linguistique, à l'inverse, de nouvelles études suggèrent que la disparition des langues a, elle aussi, un impact négatif sur la conservation de la biodiversité. Les communautés locales ont d'ailleurs élaboré des systèmes de classification complexes dans un monde naturel qui reflètent une profonde compréhension de leur environnement local. Cette connaissance de l'environnement est intégrée dans des noms vernaculaires, traditions orales et taxinomie, et peut disparaître lorsqu'une communauté commence à parler une autre langue. La France est pourtant riche, tellement riche de sa diversité linguistique qu'elle constitue d'ailleurs la plus grande diversité linguistique de tous les pays d'Europe occidentale. Nous devons pour cela la considérer comme un véritable patrimoine et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour sa protection. C'est le sens premier recherché par la proposition de notre collègue Paul Molac, à qui l'on peut reconnaître la constance dans son combat dans ce domaine. Rappelons qu'aujourd'hui encore, la France est l'un des seuls pays d'Europe
où les langues régionales ne bénéficient pas de véritables mesures de protection et de promotion assurant leur pérennité. Elle est l'un des derniers pays à ne pas avoir ratifié la Charte européenne des langues régionales. Pourquoi donc? Alors qu'elle est obligatoire pour l'entrée de tout nouveau pays au sein de l'Union européenne. Cherchez l'erreur. À la suite de l'adoption en 2008 de l'article 75.1 de la Constitution reconnaissant les langues régionales, il faut donc pouvoir considérer qu'elles peuvent, au même titre que la langue française, constituer une partie essentielle de notre patrimoine et qu'à ce titre, elles doivent pouvoir bénéficier de politiques de conservation, de connaissance au même plan que le patrimoine immobilier ou mobilier et ainsi les mettre en valeur pour les générations futures. Si un patrimoine se protège, c'est surtout pour qu'il puisse se transmettre. Cette transmission passe par une politique transversale de l'État et des collectivités locales, outre dans le patrimoine et dans des domaines aussi divers que l'enseignement, la signalétique, les médias, la toponymie ou encore les actes d'état civil, comme l'illustre l'ubuesque histoire de ce bébé breton, à qui l'on a interdit d'utiliser le tilde de son prénom. Avec le rapporteur, nous vous proposerons d'ailleurs de renforcer encore ce texte à l'inverse de l'entreprise de renoncement menée par la majorité en commission. Ainsi, toutes les mesures concernant l'enseignement ont été supprimées en commission. À l'heure où la réforme du bac a fait drastiquement chuter le nombre d'élèves inscrits en cours de langue régionale au lycée, nous craignons, Monsieur le ministre, qu'il s'agisse là bien d'un mauvais signal. Aussi, mes chers collègues de la majorité, Monsieur le ministre, je vous invite à un véritable sursaut afin que cette proposition de loi puisse demeurer suffisamment ambitieuse et que notre pays se montre enfin à la hauteur pour sauver nos langues de notre patrimoine commun. J'espère, Monsieur le ministre, de ne pas vous avoir troublé dans cette déclaration, cette intervention. En tout cas, nous souhaitons vraiment qu'on n'oppose pas un État centralisé, un État qui fonctionne avec les institutions que l'on connaît, à cette volonté de reconnaître ces traditions, cette culture et ces langues régionales qui font aussi partie de l'identité de la France. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Bastien Lachaud pour la France Insoumise et une durée de 5 minutes. Nous sommes appelés à nous prononcer sur cette proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Avant d'en venir aux objectifs de la loi, examinons d'abord ce qui existe déjà pour protéger le patrimoine important que constituent les langues et cultures régionales en France. Et cela ne pose aucun problème à un jacobin, qui n'oublie d'ailleurs pas que le club des jacobins a d'abord été nommé Club breton car fondé par des députés bretons, partisans de la République une et indivisible, que de le reconnaître et vouloir protéger ce patrimoine. Et cela ne nous attache pas moins, tous ici je le suppose, au respect de l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a établi le français comme langue du royaume, permettant à chacun de se défendre, de témoigner, d'attaquer en justice et d'être compris par les autres. Mais je ne saurais accepter les prémices selon lesquelles ces langues et cultures régionales seraient menacées par un centralisme parisien, un pseudo-jacobinisme exacerbé voulant écraser toute diversité linguistique dans notre pays. Non, les langues et cultures régionales sont déjà bien protégées dans notre pays et c'est heureux. Car depuis les années 1950, la France s'est dotée d'une législation protectrice. La loi du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux a officiellement autorisé et favorisé l'apprentissage des langues régionales de France dans l'enseignement public, le basque, le breton, le catalan et l'occitan, le corse, le tahitien et plusieurs langues mélanésiennes. Aujourd'hui et depuis 1970, tous les élèves qui le souhaitent peuvent passer ces langues en option pour le baccalauréat. La loi Toubon de 1994 a confirmé ce cadre légal favorable et Lionel Jospin, par la loi du 22 janvier 2002, a mis des moyens particulièrement importants à la disposition de l'enseignement de la langue corse. Plus récemment, la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République permet déjà l'inscription dans une école publique ou privée sous contrat d'une autre commune lorsque la commune de résidence ne propose pas d'enseignement de langue régionale.
Enfin, l'article 75-1 de la Constitution dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. L'État a aussi contribué, en lien avec les collectivités locales qui le demandaient, à rendre possible les signalisations routières bilingues qui existent dans d'innombrables communes de France, sans que cela ne pose le moindre problème ou que quiconque ne cherche à le remettre en cause. Par ailleurs, de nombreuses régions favorisent le développement des cultures et des langues régionales. Mais si le ministre dit quelque chose d'intelligent pour une fois, autant le lui reconnaître. Ainsi, rien dans le cadre légal actuel ni dans la pratique effective n'est de nature à brider la pratique et la transmission des langues et cultures régionales. Aussi, de quoi faut-il protéger ces cultures comme nous y invite ce texte? Ce n'est pas de la loi ou de l'État français qui ne les menace en rien. De l'évolution et du vieillissement des locuteurs de ces différentes langues? Peut-être. Cela serait au minimum présomptueux que de penser influencer le passage du temps sur nous tous, et en tout cas, il faut en chercher la cause ailleurs que dans la loi. Aussi, il me semble que la menace sur les langues et cultures régionales est chimérique et qu'il n'y a nul lieu de protéger plus que cela ne l'est contre des menaces chimériques. Je pense que l'objectif de ce texte n'est pas la protection, mais la promotion, sans doute excessive, de certaines langues par rapport à d'autres. C'est une bonne chose que les enfants puissent apprendre à l'école une langue régionale. Mais ce ne serait pas une bonne chose que pour cela, ils ne puissent pas avoir accès à d'autres langues étrangères qu'ils pourraient vouloir apprendre parce que les langues régionales auraient été subventionnées, leur proposition rendue obligatoire dans le cadre de conventions entre l'État et les régions. Il est très intéressant de pouvoir apprendre le breton, l'occitan, le corse, le tahitien, le basque. Mais il est très intéressant de pouvoir aussi apprendre d'autres langues vivantes. L'arabe, langue minoritaire la plus parlée d'Île-de-France. Le russe, le portugais, le chinois, le japonais, le hongrois, au même titre que l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand, qui sont déjà relativement répandus dans l'enseignement en France. Dans de nombreux départements, ce qui manque n'est pas l'enseignement de langue régionale, que personne ne réclame vraiment, mais un enseignement du français, notamment pour les 60 000 élèves allophones. Aussi, nous ne pouvons qu'être favorables aux politiques de conservation du patrimoine linguistique. Mais cela souffre, comme tant d'autres domaines, des politiques d'austérité budgétaire qui font vache maigre de toutes les politiques culturelles et patrimoniales. Mais nous ne sommes pas favorables aux politiques qui cherchent à induire une rupture d'égalité d'une langue par rapport à une autre. Nous ne sommes pas favorables aux subventions publiques aux écoles privées hors contrat. Aussi, je ne pense pas qu'il faille céder à ces propositions au mieux incantatoires et pour le moins inutiles pour protéger des langues qui ne sont pas menacées par la loi. Ce qu'il faut protéger, au contraire, est l'unité et l'indivisibilité de la nation, la liberté du choix de l'enseignement d'une langue régionale ou d'une autre langue vivante, l'égalité de traitement des différentes langues et le maintien du français comme seule langue officielle, condition de la compréhension de toutes et tous, sans quoi nulle fraternité n'est possible. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Paul Molac, d'abord, je vais commencer par être franc avec vous. Je remplace au pied levé mon collègue Moitaï Brotherson, député de notre groupe, député de la Polynésie, qui devait prononcer cette allocution, et donc je prononce son allocution. En français, sans collier de fleurs, voilà. Nous connaissons tous votre attachement, cher Paul Molac, à votre belle région, la Bretagne, est un territoire en effet qui a une histoire propre et j'allais presque dire sa propre culture. Le premier article de votre projet de loi propose que l'État participe à la promotion de la langue française et des langues régionales. La même prescription serait faite aux collectivités territoriales. Si pour certains, les langues dont ils sont les locuteurs sont plus que régionales, mais plutôt vernaculaires, nous comprenons l'esprit de cette proposition car elle s'explique en métropole. Il apparaît indispensable que des institutions qui autrefois ont pu participer à l'oppression de ce qui était perçu comme du simple patois servent à réhabiliter des langues aujourd'hui menacées, comme le rappelle l'UNESCO. L'article 2 de votre proposition insère les langues régionales dans leur ensemble dans la catégorie des trésors de la nation.
Encore une fois, nous observons que cet appel fait à l'État en faveur de la conservation des langues régionales est essentiel. Toutefois, il est clair que le rapporteur met ici en lumière la faiblesse de l'arsenal pour définir un statut des langues régionales. Profitons-en pour indiquer qu'il est tout à fait regrettable que la France n'ait pas ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Celle-ci définit des notions comme les aires géographiques des langues, les impératifs pour les conserver et la promotion des échanges entre groupes linguistiques. S'agissant des autres articles qui ont été supprimés en commission, il semble qu'un travail ait été accompli par Monsieur le rapporteur et qu'à ce titre, nous soutiendrons ces amendements pour que sa proposition soit rétablie. Nous voterons pour cette proposition de loi si son esprit n'est pas dénaturé au fil des débats. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Stéphanie Hadjer pour La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Il n'a pas bu. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Yawarana. Les langues régionales sont chères à beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. Leur protection, leur reconnaissance, leur diffusion constituent un élément majeur de notre culture nationale et cette proposition de loi les met à l'agenda. Pour cela, le groupe La République En Marche salue l'initiative du groupe Liberté et Territoires et en particulier celle de notre collègue rapporteur, M. Paul Molac. La question du patrimoine linguistique est un sujet qui concerne l'ensemble des régions françaises, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. La reconnaissance progressive de leur importance est cruciale. Elle a été constitutionnalisée par la révision du 23 juillet 2008 qui érige, à juste titre, les langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de notre pays. En guise de propos liminaire, j'aimerais revenir sur les 3 grands volets qui composent cette proposition. La protection patrimoniale des langues régionales, leur enseignement et leur utilisation dans la signalétique et les actes d'état civil. S'agissant du volet relatif à l'enseignement de ces langues, de multiples avancées ont été faites en faveur des langues régionales à l'initiative du gouvernement. L'approfondissement de l'enseignement des langues régionales est déjà porté dans une large mesure par le gouvernement. Je tiens à ce sujet à remercier Monsieur le rapporteur qui, par cette proposition de loi, permet de mettre en avant les acquis portés par le ministre de l'Éducation en matière d'enseignement des langues régionales. La loi sur l'école de la confiance du 28 août 2019 a largement contribué à la promotion de l'enseignement de ces langues, notamment en étendant aux écoles privées l'obligation d'un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire des élèves qui s'inscrivent dans une école dispensant l'enseignement en langue régionale en dehors de leur commune de résidence. Les débats autour de cette loi ont été l'occasion pour Monsieur le ministre ici présent de souligner les mesures de soutien de l'État pour les collectivités volontaires afin de développer l'enseignement en langue régionale. La réforme du baccalauréat a permis également de mieux prendre en compte les langues régionales dans les épreuves. Nous entendons le besoin de dialogue et d'évolution qui est porté dans les lignes de cette proposition. Mais comme vous le savez, ces réformes que je viens de mentionner sont récentes. Leur application est déjà très observée par le gouvernement et la majorité. Avant donc de porter de nouvelles mesures qui reprennent de nombreuses considérations qui existent déjà autour de l'enseignement des langues régionales, il conviendrait d'analyser en profondeur les effets des réformes en question sur l'enseignement des dites langues. S'agissant à présent de l'utilisation des langues régionales dans la signalétique, la possibilité qui est donnée par l'article 8 d'étendre la signalétique bilingue dans les espaces publics est une belle occasion de montrer que les langues régionales sont bel et bien des langues vivantes, et ce, par des éléments concrets que les citoyennes et les citoyens appréhenderont au quotidien. Leur déploiement dans l'espace public les défait en ce sens du caractère ancien et uniquement coutumier qui pourrait leur être prêté. Les langues régionales, si elles sont le produit d'un héritage historique, sont tout à fait vivantes et dynamiques. Cela se constate en Bretagne, cela se constate en Corse et dans de nombreux autres départements hexagonaux. Cela se constate aussi beaucoup dans nos territoires ultramarins où, je tiens à le souligner, 2/3 des langues régionales existantes en France sont parlées. S'agissant enfin de l'autorisation des signes diacritiques des langues régionales dans l'état civil, nous pouvons nous satisfaire du fait que l'article 9 est d'ores et déjà adopté, puisque la garde des Sceaux a confirmé qu'un décret est en cours de finalisation et sera prochainement transmis au Conseil d'État afin de permettre que les noms et prénoms inscrits à l'état civil
soit accompagné de signes diacritiques régionaux. Cela constitue également une avancée sensible dans la reconnaissance des langues régionales, au même titre que les dispositions des articles 1 et 8 de la PPL que nous examinons. Pour ces raisons, après étude du texte tel que présenté par la commission, le groupe La République En Marche soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur pour une durée de 5 minutes. Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je me réjouis que grâce à l'initiative de Paul Molac, nous ayons l'occasion d'évoquer la belle et grande question des langues régionales. Cette occasion se présentera une fois, 2 fois dans une législature. Ne la loupons pas, mes chers collègues, ne la loupons pas. Quelle est la situation? Nos langues sont une richesse, vous le reconnaissez, Monsieur le Ministre, une richesse qu'il faut préserver et qu'il faut diffuser. Leur situation est très inégale. C'est vrai qu'il y a des éléments positifs, en particulier autour du basque. Mais c'est vrai que le basque est à côté d'une grande région où l'on parle le basque. Mais ne nous leurrons pas, il y a aussi des difficultés. Le classement de l'UNESCO est inquiétant, il est révélateur de beaucoup de choses. Donc, même des très belles langues, comme l'alsacien, en dépit de la proximité avec le monde germanique, sont aussi moins parlées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Donc il faut les défendre, il faut faire des choses, il faut se battre. J'insiste en particulier sur les régions, les langues de Bretagne. Le gallo, qui hélas est de moins en moins parlé, alors que c'est une formidable langue de convivialité. J'ai eu la chance de le pratiquer, de l'apprendre à l'occasion de rencontres. Et puis j'insisterai sur le breton, une très belle langue qui se parle dans cette région depuis pratiquement 15 siècles, qui a une grammaire, qui a une syntaxe, qui a un vocabulaire, qui a des subtilités, qui a des poètes, eh bien c'est cela qu'il nous faut conserver. Dans la mesure où la transmission familiale est difficile, la question de l'enseignement est centrale. Quelle est l'attitude de l'État? Il y a le passé, qui est quand même lourd, le passé. Il y a une attitude jacobine. Rappelons-nous le funeste abbé Grégoire, qui voulait éradiquer nos langues, parce qu'elles étaient symboles pour lui de la réaction. Tout a été utilisé. Il y a eu des violences à l'égard des enfants. Il y a eu des violences à l'égard des familles. Et au moment où la République s'excuse de beaucoup de choses, j'aimerais qu'elle s'excuse aussi de cela. Ce serait un élément de réconciliation. Tout a été utilisé, même la loi Toubon, qui n'était pas du tout faite contre les langues régionales, qui était faite contre le franglais et cette intrusion excessive de l'anglais dans notre vocabulaire, eh bien, elle a été utilisée malgré tout contre les langues régionales. Alors, des évolutions sont intervenues. Monsieur le rapporteur a bien voulu insister sur la réforme constitutionnelle. J'y ai joué un rôle modeste, mais je crois que j'en suis fier de cette réforme. Elle est réelle. Je dois aussi reconnaître le rôle qu'a pu jouer le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a accepté cette évolution qui n'était pas si évidente. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ce devait être une première étape de la fusée. Et les étapes suivantes ne sont pas là. Les socialistes, dont on pouvait attendre beaucoup, n'ont rien fait. Il faut bien le reconnaître, mes chers collègues. Monsieur le ministre, le gouvernement va beaucoup parler de différenciation et de décentralisation. C'est très bien, on peut adhérer là-dessus. Mais il faut que ça ait des traductions concrètes aussi dans le domaine des langues. Dans le domaine de la signalétique, des choses sont encore à faire sur les routes nationales. Il y a des choses sur les routes locales, départementales, mais sur les routes nationales, des choses à faire. Dans les grands équipements publics, la gare de Rennes, c'est affligeant. Rien en langue régionale. Il faut aussi qu'on fasse évoluer les médias. Le CSA doit jouer son rôle de façon à ouvrir les langues. Et puis il y a cette affaire du tilde. J'ai bien noté que même le président de notre Assemblée s'en est occupé, c'est une bonne chose. Je note encore plus que le Sénat, à l'unanimité, a voté une loi, c'est quand même mieux qu'un décret, autorisant le tilde. Alors le tilde, il figure sur les noms des ministres du gouvernement, pourquoi ne figurerait-il pas sur les prénoms des enfants de Bretagne, de Quimper ou d'ailleurs? Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui se battent pour notre enseignement.
le réseau d'Iwan, le réseau public qui s'est sensiblement développé, le réseau privé qui est en plein développement également. Des choses sont à faire. Il faut que cette loi soit l'occasion d'une véritable reconnaissance de l'enseignement immersif, c'est-à-dire l'enseignement qui permet de baigner dans un univers linguistique et qui n'est pas du tout contre la réalité du français. Et puis la réforme du bac, monsieur le ministre. Alors tout ce qui me remonte, c'est que cette réforme du bac, elle n'est pas excellente, elle n'est même pas du tout bonne. C'est ce qui me remonte, pardonnez-moi de vous le dire, sur nos langues régionales. Et donc il faut faire des choses. On ne peut plus aujourd'hui passer le breton en option si on n'a pas suivi d'enseignement de breton. Alors qu'auparavant, on pouvait le faire. Moi, à mon époque, j'ai passé l'option breton parce que je parle breton sans avoir jamais suivi un enseignement de breton. On ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Vous avez sans doute eu une meilleure note que moi, j'en suis convaincu, monsieur le ministre. Mes chers collègues, le sujet, c'est l'enseignement. C'est aujourd'hui le vecteur de la transmission Paul Molac. Demandez de conclure, chers collègues. Je termine, monsieur le Président. Il ne faudrait pas que cette loi soit vidée de l'essentiel, c'est de sa dimension enseignement. Le temps nous est compté. On n'aura pas 36 occasions. Cher monsieur Kerlebot, par exemple. Il faut saisir ces occasions et faire passer une belle, grande loi. Elle s'appellera Paul Molac, mais sera à l'honneur de notre Assemblée. Je vous remercie. La parole est à madame Géraldine Bagné pour le mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La révision constitutionnelle de 2008 a inscrit les langues régionales au patrimoine de France. Et plusieurs initiatives bienvenues ont suivi, comme la reconnaissance de l'enseignement bilingue français-langue régionale lors de la loi pour la refondation de l'école en 2013, ou la participation financière pour la scolarisation des enfants concernés dans l'enseignement public via la loi NOTRe de 2015. Nous sommes au MoDem, depuis toujours, attachés à la défense et à la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel et favorable à ce titre aux dispositions de la proposition de loi relative à une inscription plus marquée des langues régionales dans le Code du patrimoine. C'est pourquoi l'article 1, ainsi que l'article 2 qui vise à inscrire au titre des trésors nationaux les biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de la connaissance de la langue française et des langues régionales, nous paraissent aller dans le bon sens. Nous sommes aussi tout à fait favorables à l'article 8, modifié en commission, qui vise à renforcer la visibilité des langues régionales, leur immersion dans la vie quotidienne, ce qui permet d'assurer leur pleine transmission. Nous nous sommes prononcés aussi en commission pour la possibilité d'inscrire les signes diacritiques dans les actes d'état civil. C'est une disposition qui semble de bon sens et un décret est d'ailleurs annoncé pour l'intégration de ces caractères. En revanche, pour ce qui est des articles relatifs au Code de l'éducation rejetés en commission, nous ne souhaitons pas les adopter sous forme d'amendements redéposés en séance, car ils posent un sérieux problème d'application si nous venions à les adopter tels quels. Ainsi, les articles 5 et 6, rejetés, proposaient, sans ambiguïté aucune, de conditionner la disposition locaux et le versement de la subvention d'investissement octroyée par les collectivités aux établissements privés du premier et second degré au fait de dispenser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Cela risquait de mettre en grande difficulté un certain nombre de départements. Je viens d'un territoire où il y a nombre d'écoles privées. Et je ne vois guère comment un maire pourrait expliquer à son unique école privée qu'on ne participera pas à l'investissement pour l'équipement informatique du fait de l'absence d'enseignement d'une langue régionale. Faudra-t-il en Mayenne proposer le breton, au risque de réveiller la susceptibilité ou l'enthousiasme de nos voisins, le gallo que nous partageons avec eux, mais je doute que les Mayennais veulent rendre le gallo obligatoire. Le méniot, dialecte, plutôt que langue régionale, à proprement dite. Par ailleurs, des dispositions nouvelles ont été adoptées dans le texte École de la confiance, avec la prise en charge du forfait scolaire lorsqu'un enfant d'une école privée doit se rendre dans une autre commune pour apprendre une langue régionale. Nous pensons qu'il faut laisser le temps aux mesures votées d'entrer en application avant d'à nouveau tout chambouler. Bref, au MoDem, nous sommes de fervents et inconditionnels défenseurs des langues régionales, car la maîtrise d'une langue est toujours un apport considérable
pour tout individu, et j'en sais quelque chose, et je me permets même un clin d'œil aux langues anciennes et à l'ancien français. Nous voterons évidemment la PPL sur ses aspects patrimoine et vie quotidienne, mais sans revenir sur les points concernant le Code de l'éducation tel que présenté en commission. Je vous remercie. Nous passons à l'intervention de Madame Josette Manin pour 5 minutes et pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, le texte relatif à la protection patrimoniale des langues régionales définissait et proposait au départ 3 domaines de référence. Le patrimoine, via la reconnaissance de l'intérêt patrimonial majeur des différentes langues, l'objectif étant qu'elles puissent bénéficier de politiques de conservation et de promotion confiées à l'État et aux collectivités territoriales. L'enseignement, via l'octroi de subventions et de locaux par les communes et leurs groupements aux établissements laïques du primaire et du secondaire dans l'enseignement privé. Les services publics, via le recours à une signalétique plurilingue et l'usage des signes caractéristiques de ces langues dans les actes d'état civil. Au sortir de l'examen en commission, cette proposition de loi ne contient plus que 3 articles sur 10. En effet, les articles 3 à 7 qui devaient permettre l'extension de l'enseignement systématique des langues régionales par le biais de conventions avec l'État ont été supprimés. L'article 9 a connu le même sort. Les seuls rescapés étant celui sur la reconnaissance et la protection patrimoniale des langues régionales pour la France, sachant que l'article 75 de la Constitution y concourait, et celui sur le recours à une signalétique et un affichage des langues régionales en usage à côté du français. Nous nous retrouvons donc avec une proposition de loi adoptée en commission, mais largement vidée de sa substance. Ce texte devait permettre de reconnaître, de pérenniser et de promouvoir la diversité qui existe au sein de la République française, notamment via le renseignement dans les régions hexagonales, comme la Bretagne, la Corse, l'Occitanie. Concernant nos outre-mer, c'est quelque part la non-reconnaissance de la multiculturalité linguistique qui provient d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Nous rappelons que dans la Caraïbe cohabitent différents créoles, qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens, guyanais ou haïtiens. Dans l'océan Indien, le créole est parlé à La Réunion et le shimaori à Mayotte. Dans les îles du Pacifique, différentes langues tahitiennes sont parlées. Oui, la France est multicolore et ces langues sont le symbole de son métissage culturel. Si on prend l'exemple des créoles, ils sont un mélange des langues nées d'un processus colonial dont la base lexicale est française, anglaise, espagnole ou autre. D'ailleurs, on en dénombre 127 différents dans le monde et le créole antillais compte quelques 10 millions de locuteurs. Je vous laisse imaginer l'importance que son enseignement revêt en matière de diplomatie culturelle et d'influence dans la Caraïbe. Les langues régionales sont un héritage de notre histoire commune, quels que soient les griefs de notre passé. En proposant de généraliser leur enseignement, c'est notre passé que nous protégeons, tout en ayant un regard vers l'avenir. Chacun comprendra que la diversité et l'histoire de notre République vit pleinement à travers ces différentes langues dites minoritaires. Cette proposition de loi, si elle avait été votée in extenso en commission, nous aurait permis de dépasser les réserves qu'avait émises le Conseil constitutionnel sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales aux minoritaires. Cela tout en proposant des avancées cohérentes et fonctionnelles. Il n'en reste aujourd'hui que des symboles et des intentions. Malgré cela, mais tout en restant cohérent donc à notre vote en commission, notre groupe va voter pour cette proposition de loi. Manca des autres, merci. Je vous remercie. Nous passons maintenant la parole à Madame Béatrice Descamps pour le groupe UDI, Agir et Indépendants, une durée de 5 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre groupe est profondément attaché aux langues et cultures régionales. L'ouverture à d'autres langues et cultures, qu'elles soient régionales ou étrangères, s'inscrit toujours dans une démarche positive et ne remet pas pour autant en cause le français comme langue de la République, tel que le consacre l'article 2 de la Constitution. L'apprentissage d'une langue, d'autant plus avec l'exigence et la maîtrise que vous appelez de vos vœux dans ce texte, monsieur le rapporteur, ne s'oppose pas à la maîtrise des fondamentaux de la langue française. Tous ici, nous le savons, la maîtrise d'une langue favorise le plurilinguisme. Si tout jeune un enfant maîtrise 2 langues, nous savons qu'il acquérera beaucoup plus facilement encore d'autres langues. Les langues et cultures régionales sont structurantes pour les territoires. Elles en traduisent l'essence même, son histoire, sa culture, ce que nous ont transmis les anciens. Je pense notamment aux ultramarins, aux bretons, aux basques, aux corses, aux flamands et bien d'autres encore. C'est également un moyen de renforcer les liens intergénérationnels, car dans de nombreux territoires, ces langues sont parlées couramment par nos aînés. Globalement, nous souscrivons aux axes directeurs de cette proposition de loi, la protection patrimoniale et la valorisation des langues régionales. Nous tenons toutefois à exprimer quelques réserves sur l'article 1er. Il nous semble que les principes énoncés sont d'ores et déjà satisfaits. On peut même se demander ce qu'apporte cet article 1er. Nous pensons en effet que les collectivités territoriales et l'État ont déjà engagé et peuvent engager des partenariats valorisant les langues régionales sans attendre ce texte. Cet article nous semble concourir à l'inflation législative que nous dénonçons tous ici régulièrement. Par contraste, l'article 2 est bien plus intéressant en conférant aux biens concourant à la connaissance de la langue française et des langues régionales la qualité de trésors nationaux. Ce dispositif opère une subtile conciliation entre, d'une part, la protection de ces biens et, d'autre part, la garantie des droits du propriétaire. S'agissant de l'article 8, il sécurise une pratique existante en incorporant dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales de doubler la signalétique écrite en français d'une traduction en langue régionale. Il existait un vide juridique en la matière, laissant planer une ambiguïté, fragilisant les communes désireuses de valoriser leur patrimoine linguistique par ce biais. Pour ce qui est de l'incorporation des signes diacritiques dans les actes de l'état civil, un décret sera publié afin de satisfaire la disposition de l'article 9 et nous nous en réjouissons. En commission, nous avions indiqué notre ligne rouge sur l'apprentissage des langues régionales, ligne rouge que pouvait notamment constituer l'enseignement immersif. L'ensemble des articles ayant été supprimés en commission sur le sujet de l'enseignement des langues régionales, nous regrettons qu'une position modérée n'ait pu aboutir pour renforcer l'enseignement de ces langues en commission. Lors des débats sur la loi d'une école de la confiance, notre groupe avait proposé que les langues régionales enseignées dans les établissements scolaires soient déterminées par les régions, qui nous paraissait être un échelon intéressant. En conclusion, notre groupe est favorable à la mise en avant du patrimoine local. Globalement, il nous paraît essentiel de libérer les territoires en laissant aux collectivités territoriales toute latitude pour valoriser une langue, une culture, une histoire, l'essence du territoire. Le texte étant satisfaisant en l'état, notre groupe aborde les débats favorablement. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Emmanuelle Ménard pour une durée de 5 minutes et pour les non-inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre,
Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Emmanuel Macron l'avait déclaré en juin 2018, « Les langues régionales jouent leur rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Coup d'arrêt au jacobinisme et promotion de la décentralisation, fin du lissage linguistique, petite tape sur le museau des écritures modernes inclusives en tout genre et retour aux traditions. Les amoureux des langues régionales espéraient, cœur battant, que des mesures concrètes seraient bientôt prises pour que, de la déclaration, notre président passe à l'action. Mais depuis plus d'1 an et demi, silence radio et déception. Pourtant, les langues régionales, même menacées, ne sont pas moribondes, bien au contraire. Selon un rapport ministériel de 2013, 6 langues régionales sont encore fréquemment utilisées, sans oublier les langues parlées outre-mer, naturellement, qui font elles aussi partie intégrante de notre héritage culturel. Un héritage que nous avons déjà manqué de protéger en 1999, lorsque, je le rappelle, la France n'avait à l'époque pas daigné signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, dont l'objectif était de protéger et promouvoir toutes les langues régionales parlées dans notre pays. En effet, les sages du Conseil constitutionnel estimaient à l'époque que la promotion des langues régionales était contraire au principe, je cite, « au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français », rien que ça. Quelques Gaulois ont quand même tenu bon. Je pense notamment à l'occitan, qui a fait l'objet d'un véritable plan de sauvegarde, pour ne pas dire de sauvetage. Et le moins que l'on puisse dire est que cela paye. À Béziers, par exemple, au hasard, on ne compte pas moins de 3 écoles occitanes. Ce sont ces établissements qui organisent chaque année le carnaval dans nos rues. Et d'ailleurs, parlons-en de nos rues, elles sont indiquées dans les 2 langues. Impossible de ne pas mentionner le CIRDOC, le Centre international de recherche de documentation occitane, que nous hébergeons à Béziers, connu jusqu'au Japon, et qui offre une collection riche de plus de 150 000 documents, témoignant de 1000 ans de création occitane, notre belle culture à l'origine des troubadours. Cette culture, nous la mettons à l'honneur à Béziers, et chaque été, lors du Son et Lumière qui retrace l'histoire de notre cité, l'occitan introduit le spectacle. Alors, la proposition de loi de notre collègue Paul Molac tombe à pic, même si je ne peux que regretter, malgré notre amour commun des langues régionales, de n'avoir pu la co-signer. Comme vous, chers collègues, je ne crois pas que les langues régionales soient des patois ringards qu'il faudrait enterrer. Je pense tout au contraire qu'elles font partie intégrante de notre identité de Français, de notre relation charnelle à nos régions, à nos terres, de ce supplément d'âme qui, dans un pays fracturé, ne peut que participer à sa réconciliation, pour ne pas dire à sa communion. Inutile donc de vous dire que je souscris pleinement, comme vous le faites dans cet article 1er, à votre volonté d'affirmer que les langues régionales font partie du patrimoine culturel immatériel dont la langue française et les langues régionales sont une partie essentielle qui doit pouvoir bénéficier de politiques de conservation et de connaissance. Comment également ne pas être d'accord avec votre article 2 qui permet à la puissance publique d'intervenir pour protéger et conserver sur le territoire national tout bien qui présenterait un intérêt majeur du point de vue linguistique, qu'il s'agisse de la langue française ou des langues régionales. Il en va de même de votre article 3 qui pose le principe de la reconnaissance de l'enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l'horaire normal d'enseignement. J'y suis d'autant plus sensible qu'à Béziers, je vous l'ai dit, nous comptons 3 écoles calandrettes qui enseignent en occitan à 263 élèves de maternelle et d'élémentaire. Un vrai succès qu'il faut souligner car en 2018, il y avait en Languedoc-Roussillon 24 écoles calandrettes, dont un collège et un lycée, soit près de 2000 élèves bilingues. Signe tangible que les langues régionales sont bien vivantes. Vos articles 5 et 6, quant à eux, visent à donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales compétentes pour promouvoir notre patrimoine linguistique. Là encore, je suis d'accord. Dommage toutefois qu'en commission, des pans entiers de vos propositions aient été supprimés, vidés de leur substance par la majorité. Et je ne veux évidemment pas terminer cette discussion générale sans citer ces 3 mots qui rythment chacun des moments forts de la vie de notre cité, et plus particulièrement nos matchs de rugby. Aki es Béziers. Je vous remercie. La discussion générale est donc close. Monsieur le rapporteur, je crois que vous souhaitiez intervenir.
Mes chers collègues, donc j'ai effectivement noté quelques faits historiques. Alors, dans une discussion comme cela, je n'attaquerai pas la République ou la Révolution française, mais je souligne simplement que cette animosité vis-à-vis des langues a commencé avec la terreur. Barrère en était un, et qu'au contraire, au début de la Révolution, les Girondins étaient très favorables, et il y a un certain nombre de textes d'ailleurs qui avaient été traduits dans les langues, dans les différentes langues, en basque, en breton, etc. Donc j'ai bien remarqué que notre camarade de la France insoumise était bien sûr des Jacobins, mais plutôt de la tendance montagnarde que de la tendance girondine. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi c'est très clair. On est ici pour favoriser effectivement la diversité culturelle et le plurilinguisme. Et les langues régionales et le français, c'est évidemment à ça que ça sert. Et donc, je souligne aussi, et je ne comprends pas pourquoi vous ayez effectivement levé tous les articles qui sont dans l'enseignement, parce que c'est vraiment ça qui est le cœur de la proposition. Donc, voilà. Alors, juste pour donner quand même, vous avez dit que tout était possible, que... Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. 1982, c'est la première fois que nous avons des classes bilingues en Bretagne. Donc, que l'éducation nationale ait du mal à trouver des enseignants, ça paraît un peu normal. Mais aujourd'hui, près de 40 ans après, il y a toujours du mal à trouver des enseignants. Donc 40 ans après, le problème n'a pas été réglé. Donc il y a bien un problème global qui est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Et c'est bien là-dessus, en fait, que l'on met le doigt. Sur la réforme du bac, écoutez, moi, toutes les remontées de terrain que j'ai sont les mêmes que M. Le Fur, et j'en ai à la fois de l'Occitanie, à la fois de l'Alsace, à la fois de Bretagne, où là, on a un certain nombre de manifestations qui se font, puisque certains découvrent qu'effectivement, on ne peut plus passer le breton en candidat libre. Ah, oui, parce qu'avant, on avait au-dessus de 10, on avait tous les points. Moi, c'est comme ça que certains de mes enfants ont réussi à avoir des mentions au bac, par exemple. Mais bon, et c'est vrai que ça pose problème. Alors, on a des alertes de terrain qui sont multipliées. Vous avez la sénatrice Maurice Artiste qui vous a posé une question au Sénat. Concernant l'Occitan, l'Académie de Toulouse, 7 lycées ont supprimé les cours qui existaient en 2019, soit une baisse de 16%. Et les langues régionales souffrent de la multiplication des spécialités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de choisir entre les spécialités. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce que ce soit mis au même niveau que les langues anciennes pour qu'on puisse prendre la langue régionale en plus. Et puis il y a ce problème de LVB et LVC qui empoisonne pas mal les relations en ce moment. Donc il y a effectivement pas mal de problèmes. Et puis globalement, comment voulez-vous sauver un patrimoine comme celui des langues avec simplement un nombre d'élèves très faible qui le parlent et qui l'apprennent ? En Bretagne, par exemple, on doit être à peu près à 7-8% d'une classe d'âge qui a ce type d'enseignement. Évidemment, on n'arrivera pas à sauver la langue avec ça. En Alsace, on doit être autour de 12-14%. On n'y arrivera pas non plus. Au Pays Basque, on est aux alentours de 40%. Là, on va y arriver. En Corse, on est à peu près à 50%. Là, on va y arriver aussi. C'est pour ça que je fais ces propositions de généralisation de l'offre de l'enseignement. Parce que je sais bien que c'est le nerf de la guerre et que c'est par là que ça se fera. Et qu'on pourra préserver effectivement ce patrimoine. Monsieur Pancher, donc, vous avez effectivement cité la biodiversité et la glottodiversité. Vous avez rappelé la charte européenne que le Conseil de l'Europe demande effectivement à la France de ratifier. Et pour l'instant, je dirais que ça tombe à plat. Monsieur Peu, j'ai souligné que globalement, mes chers collègues, à part peut-être la France insoumise, mais vous étiez tous d'accord pour effectivement soutenir et avoir, si vous voulez, soutenir les langues régionales. J'insiste sur cette question d'enseignement parce qu'elle me paraît particulièrement importante. Donc, alors Monsieur Le Fur, évidemment, je connais votre engagement. J'ai vu que Monsieur Thierry Benoît était là et que je sais bien qu'il prêche bien gallo au mai des faits. Tu veilles bien. Donc oui, parce qu'en Bretagne, on a la particularité d'avoir deux langues et je suis locuteur des deux langues, aussi bien le gallo que le breton. C'est une de mes particularités. Madame Manin, effectivement, vous avez remarqué qu'elle a été vidée de sa substance. Madame Descamps, alors je pense qu'il faut absolument donner une déclinaison aux 75 ans.
C'est à ça que sert l'article 1er. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Le problème avec les langues régionales, c'est que souvent, quand ça n'est pas autorisé, c'est défendu. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Quelquefois, ça agace. Le département du Finistère ou le département du Morbihan font de l'affichage bilingue breton-français depuis plus de 20 ans. Et là, on vient juste de l'avoir sur les routes nationales. Qu'est-ce qu'on nous disait? C'était pas possible. Voilà, on nous disait, c'était pas possible. Quand on en parle avec la SNCF, la première chose qu'on nous dit, c'est pas possible dans les gares. Ça peut pas se faire. C'est contraire à l'article 2 de la Constitution, c'est contraire à ceci. Donc, on voit bien que on n'est pas dans l'ordre normal des choses où dans une démocratie, tout ce qui n'est pas défendu est autorisé. Pour les langues régionales, il faut que ce soit autorisé pour qu'on le fasse. Et c'est justement un des problèmes qui se posent parce qu'on a du mal finalement à développer des politiques et on a du mal à ce qu'elles soient cohérentes. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours un acteur qui vous dit « Ah ben non, j'en veux pas ». Donc, si vous voulez, c'est assez... Alors, quelquefois, ça amène certains défenseurs des langues régionales, effectivement, à être relativement revendicatifs, voire revanchards. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, voilà. Et alors, bon, je pense qu'on va passer peut-être à l'étude des... Alors, Madame Bagné, oui, juste pour vous dire que nous avons réglé le problème. Oui, voilà, vous êtes ici. Nous avons réglé le problème parce que nous avons mis, si vous voulez, dans l'article, une... je vais retrouver ça quelque part. Non. Voilà. Donc l'article 6, si vous voulez, permettra aux établissements sous contrat de continuer à avoir des subventions, puisque nous avons mis que c'était sans préjudice de l'article L442-16 du Code de l'éducation, qui justement permet de leur donner toutes les subventions possibles, y compris pour l'informatique. Et je l'ai intégré directement dans la nouvelle écriture, de façon à ce que ce soit bien clair. Ce que je propose est sans préjudice de ce qui se fait déjà. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concerne. Monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je ne veux pas être long pour ne pas rallonger trop les débats ce soir, mais je voudrais quand même donner à la fois une indication de tonalité et puis aussi sur le contenu. J'avoue que j'apprécie bien la tonalité que vous venez de prendre, Monsieur le rapporteur, c'est-à-dire le fait qu'en réalité, et vous l'avez démontré par vos propos à l'instant, il n'y a pas d'opposition de vision entre ce que vous proposez et ce que nous défendons. Et ça a été dit par plusieurs personnes à la tribune, et je crois que c'est important. Ça a été dit notamment par La République En Marche, par le MoDem. En réalité, il y a la possibilité aujourd'hui d'une certaine unité sur ces questions. Et finalement, ce que j'ai voulu dire au début de mon discours, c'est qu'il n'y avait pas lieu de présenter une telle proposition comme étant quelque chose qui venait à l'encontre de la volonté du pouvoir central, en l'occurrence le gouvernement, qui serait éventuellement contre les langues régionales. Donc c'est cette fiction que je veux éviter. Il n'y a pas aujourd'hui les défenseurs des langues régionales contre le pouvoir central. C'est pas comme ça que ça se pose, puisque nous sommes les défenseurs des langues régionales. Après, je considère que le cadre législatif actuel permet les développements souhaitables. La plupart des problèmes que vous avez mentionnés ne relèvent pas de changements législatifs. Ceci étant, il y a bien entendu des choses à considérer dans ce que vous avez proposé. C'est bien pour ça que nous sommes tous là, évidemment. Et ça a été dit. Le travail qui a été fait en commission sur les sujets patrimoniaux, par exemple, me semble intéressant et pourrait être conservé en fonction des débats que nous allons avoir. Et je veux saluer de ce point de vue-là le travail qui a été fait par la Commission. Et je pense que si nous réussissons ce soir à donner cette tonalité, c'est-à-dire à ne pas faire semblant de s'opposer, quand en réalité ce qui nous occupe c'est un but commun de promotion des langues régionales, sans aucune contradiction avec la promotion de la langue française et dans le cadre de cette volonté de diversité, ça me paraît très important. Sur l'ensemble des sujets que vous avez évoqués pour l'éducation, encore une fois, ce n'est pas l'évolution législative qui serait la solution. Je suis par exemple très ouvert pour faire des bilans réguliers du nombre d'élèves qui prennent des langues régionales et voir comment on prend à la racine ces sujets. De même, les sujets de formation des professeurs que vous avez évoqués ne relèvent pas du cadre législatif. Et j'affirme que l'enseignement de spécialité, qui est quand même une très importante innovation dans la réforme du baccalauréat, va être au service de la formation des futurs professeurs, en particulier de ces langues. Donc je pense qu'il y a possibilité, au travers des discussions d'articles, d'arriver à des points constructifs, non seulement pour les éventuels articles qui seraient adoptés, mais aussi
au titre de la tonalité générale que nous donnons à un débat sur cette question. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Alors, j'aimerais inviter mes collègues, lorsqu'ils font des petites incises en langue régionale, qui donnent la traduction pour tout le monde. Donc, merci Filmol, ça veut dire merci beaucoup dans mon village. Voilà, comme ça pourra faire bénéficier tout le monde de vos commentaires. Monsieur Hetzel, vous aviez un rappel au règlement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un rapide rappel au règlement au titre de l'article 48 de notre règlement. Avant que nous ne rentrions dans les défenses d'amendements, je voudrais dire qu'on a un vrai problème qui ne concerne pas que ce texte et qui est un problème général aujourd'hui au sein de notre Assemblée. C'est la question de l'irrecevabilité au titre des articles 40 et 41. Une nouvelle fois, évidemment, nous avons conscience que nous devons respecter ces articles 40 et 41. Et donc, nous utilisons un dispositif, en général, pour rédiger nos amendements, qui est le recours à des dispositifs expérimentaux. Eh bien, aujourd'hui, de manière systématique, nous nous faisons rejeter nos amendements que nous proposons avec des dispositifs expérimentaux en disant que, évidemment, ça les rend irrecevables. C'est même contraire à ce que dit la Constitution, puisque l'article 37-1 de la Constitution prévoit la possibilité de mettre en place des expérimentations. Et donc, encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais vous sensibiliser au fait que pour qu'il y ait un débat serein, il faudra revoir les critères qui sont utilisés pour la recevabilité, d'autant plus que, alors évidemment, chaque assemblée est souveraine, mais j'ai comparé avec ce qui se passait au Sénat. Le Sénat n'a pas les mêmes critères et de ce point de vue-là permet un débat beaucoup plus libre. Voilà, Monsieur le Président, il faudra que nous puissions là aussi faire en sorte que le débat puisse se dérouler. Nous sommes des députés responsables, mais encore une fois, on est à deux doigts de ce que l'on pourrait appeler une censure et je ne pense pas que ce soit de bonne politique pour permettre des débats sereins, tels que les réclamait d'ailleurs Monsieur le Ministre au banc il y a quelques instants. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors donc c'est bien noté, je pense qu'au titre du 41, il n'y a pas eu d'amendement qui a été rejeté. Peut-être au titre du 45 et du 40, mais pas du 41. Donc sur le lien direct ou indirect. Voilà, nous avons bien pris note. Je vous propose d'appeler maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi, en commençant par l'article 1er. Madame Sylvia Pinel, vous êtes inscrite sur l'article 1er pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À la veille de l'examen de cette proposition de loi de notre collègue Paul Molac et portée collectivement par notre groupe, une tribune de 128 universitaires et chercheurs a été publiée dans Le Monde appelant